Bon, il fallait que ça arrive un jour ou l'autre, on va parler pognon. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien dans cette nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer, alors c'est un bien grand mot, mais comment gagner de l'argent avec sa musique en 2019, 2020 et dans les années qui viennent. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors, ça paraît présomptueux de ma part, mais reste avec moi parce qu'on va essayer de casser un maximum de vieilles croyances. Attends, je pose ma guitare comme je peux. On va essayer de voir ensemble finalement qu'est-ce qu'on peut faire, nous concrètement, en tant qu'artistes indépendants, pour vendre notre musique. Et alors, je parle pas nécessairement que de vendre des albums, etc. Mais d'un point de vue assez global, comment gagner de l'argent avec sa musique, puisque c'est un des objectifs de beaucoup de zikos, qu'ils se l'avouent ou non d'ailleurs, une grande partie d'entre nous aimerait pouvoir justement ne faire que ça à plein temps et être rémunéré correctement pour ça. Alors avant de t'expliquer un peu le pourquoi du comment, je pense que c'est important de faire un retour en arrière sur l'industrie de la musique avant. Pourquoi? Parce que l'industrie de la musique a mis énormément de temps à muter et à changer de pratique. Et c'est pas pour rien parce que pendant très longtemps, jusqu'au début des années 2000, donc c'était il y a une quinzaine d'années en gros, l'industrie fonctionnait à plein régime très très bien autour d'un objet. Et cet objet, c'est l'album. Et en fait, toute la composante de l'industrie fonctionnait autour de ça. C'était l'album, la pièce maîtresse qui tenait en fait toute l'industrie, que ce soit d'un groupe ou d'un label, d'une maison de disques. Et on appelait bien ça une maison de disques. Le but, c'était de faire un disque et de le vendre. Et jusque dans les années 2000, au début des années 2000, avant on va dire la démocratisation d'Internet, juste après la crise des dot-com d'ailleurs, c'est assez drôle. Avant l'explosion d'Internet avec l'arrivée de la DSL, l'Internet dit plus rapide, etc. Et surtout du peer-to-peer avec Napster et le début du téléchargement illégal. Avant ça, tout repose sur l'album. Comment ça fonctionnait? Alors je te parle d'un temps que moi personnellement, j'ai pas connu de ouf. Voilà, j'ai acheté quelques albums, etc. Mais dans les années 2000, j'avais quel âge en 2000? J'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans, je sais plus. Voilà, bref. Donc j'étais loin de m'intéresser vraiment à tout ça. Mais on va dire que j'ai fait mes recherches, je suis assez bien informé. Alors je vais t'expliquer le topo. Et s'il y a des approximations, tu m'excuses. Mais voilà, ça va te dresser un peu l'image qu'on avait avant et pour la mettre en perspective avec maintenant. Alors avant, donc, tout tournait autour de l'album. C'est-à-dire qu'une maison de disques signait un groupe pour X albums. Et en fait, le but premier, c'était de vendre l'album. Donc tout ce qu'on faisait autour, c'était pour vendre l'album. C'est là que venait, si tu veux, la principale ressource économique. Et on en vendait vraiment des millions d'albums à l'époque. C'est pour ça que tous les grands vendeurs de disques, si tu veux, à l'époque, les disques d'or, les disques de platine, en fait, on a complètement diminué, on a limite enlevé un zéro pour calculer les chiffres, pour les mettre en perspective avec maintenant. Et limite maintenant, on compte le nombre de téléchargements, de stream, etc. pour donner un espèce d'équivalent, parce qu'avant, c'était vraiment ça qui faisait marcher la machine. Donc, exemple, on vendait 1 million d'albums à 15 €, ça faisait 15 millions de chiffre d'affaires, ok? Et vendre 1 million d'albums, à l'époque, pour des groupes qui étaient assez bien promotionnés, c'était très fréquent, en fait. Mais vraiment, quoi, faut remettre ça en contexte. Et du coup, on va dire que le label, la maison de disques, allait prendre au moins 50% sur ces 15 millions, ok? Mais c'est pas tout. Parce qu'après, il y avait évidemment la part qui allait à la distribution, qui était plus ou moins importante. Il y avait d'autres intermédiaires comme ça. Et du coup, l'artiste, le groupe, allait toucher environ 10% sur la vente de l'album. Tu vas me dire, 10% de 15 millions, moi je les veux bien. Ça fait 1,5 million. Je les veux bien et on est bien d'accord, on ne cracherait pas dans la soupe. Seulement, sur ce 10%, en fait, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, et on a encore du mal à le comprendre aujourd'hui, et on a souvent des conceptions un peu fausses sur le fonctionnement de l'industrie, et peut-être que il y a des cas particuliers où c'est pas le cas, mais en gros, tous les frais engagés par la maison de disques, c'était en fait, si tu veux, un prêt fait au groupe. En gros, la maison de disques mettait en œuvre sa machine de production, donc faisait appel à des producteurs de musique, des réals, me louait des studios, préparait des tournées, faisait des clips, faisait de la promo, faisait des soirées
pour faire connaître le truc, faisait inviter des animateurs, des machins, des radios, des trucs à coups de champagne et de resto et de machin pour faire connaître. Voilà, il faisait du lobbying pour faire connaître un album, l'album d'un groupe, ok? Jusque-là, on va se dire tout va bien puisque c'est son but. Son but, c'est de mettre en avant un projet, un produit, le disque. D'accord? Et donc pour ça, il va dire, une obligation de moyens, c'est-à-dire il met sur la table son réseau, ses partenaires, sa force de frappe. Ok? Maintenant, tous les frais engagés, en fait, c'était des emprunts que faisait finalement le groupe pour faire connaître son album quelque part. Donc tout l'argent qui était mis dans la balance pour arriver à ces 15 millions d'euros, on va dire, de chiffre d'affaires, le label ne le récupérait pas sur sa part à lui, mais il le récupérait sur la part de l'artiste. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc l'artiste qui avait fait ses 10%, on va dire qui avait touché 1 million, après il devait lui rembourser. Alors il y avait différentes modalités dont je connais pas bien les détails, etc. Mais en gros, je sais pas s'il diminuait sa part ou s'il remboursait vraiment, bref. Mais en gros, il allait rembourser, je sais pas, les 500 000, 800 000 euros qui avaient été mis dans la balance pour produire, pour l'accompagnement, pour booker le tour, pour tous les frais en fait, étaient à sa charge. Tout ou une partie, ça va dépendre je pense de chaque contrat. Mais voilà. Et du coup, finalement, ce qui restait dans la poche de l'artiste après avoir remboursé sa maison de disques, finalement, c'était pas grand-chose. Évidemment, il y a la notoriété, il y a peut-être des contrats publicitaires, il y a pas mal de choses autour de ça. Voilà, je pense que des mecs vraiment qui étaient bien mis en avant, qui ont vraiment connu l'âge d'or, s'ils n'ont pas été trop cons, ils ont réussi à se mettre bien. N'empêche qu'il y a énormément d'histoires horribles sur finalement des artistes ruinés. Pourquoi? Parce qu'ils sont pieds et poings liés avec leur maison de disques et leur label. Et si tu veux, au milieu des années 2000, il y avait plein d'artistes qui étaient vraiment écœurés de ce système-là. Et surtout qu'en plus, petit à petit, les ventes de disques s'effondraient. Donc en plus, il y avait moins de pognon. Mais ils étaient écœurés de ça parce qu'ils devaient des albums contractuellement à leur label. Et pour chaque album, finalement, ils touchaient quasiment rien. Et ça a mis pas mal de groupes sur la paille, des mecs qui ont fait faillite, qui se sont fait saquer, qui se sont fait vraiment foutre à la porte par leur maison de disques assez salement et qui ont dû rembourser pendant longtemps leurs dettes en fait, puisqu'ils étaient en dette envers les maisons de disques. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre, quoi. Vraiment, tout tourne autour de ça. Donc le petit récap, avant l'ère de l'internet, on veut vendre un album. Pour ça, on vend un single. Un single, c'est un mini-album pas cher en gros, qu'on vendait 20 balles, 3 euros, avec 2 titres. Le but, c'était de faire connaître l'album, c'était genre le produit d'appel. On te vend un petit produit et derrière, on va te vendre tout le package, ok? Et puis, pour ça, on vendait le single et puis le but, c'était que éventuellement, tu ailles en concert et ensuite que tu achètes l'album. Ça marchait souvent dans cet ordre-là. De la même manière, on allait financer un clip pour faire connaître l'album. Et si tu as connu cette époque-là, je pense que tu te souviens que tu vas peut-être avoir des flashs ou peut-être ça va te rappeler des choses, mais c'était vraiment, on poussait l'album et on poussait pas forcément l'artiste ou voilà, et la notion des artistes indépendants était très peu fréquente en fait. Alors ça, c'était avant. Et du coup, dans cette économie-là, tu vois, l'album se vendait 15 balles, c'était la grosse machine. On vendait évidemment un peu de produits dérivés, un peu de merchandising, mais c'était pas finalement le gros de l'industrie. De même, les billets de concert étaient beaucoup moins chers. Pourquoi? Parce que les maisons de disques et les groupes ne gagnaient pas le gros de leur argent sur le touring, sur le fait de partir en tournée, les concerts. C'est pour ça que les billets de concert ont vu leurs tarifs vraiment exploser par rapport, on va dire, à l'inflation. Les billets pour les gros groupes, etc., ont été multipliés par 2. Avant, tu allais voir, je pense, dans les années 2000, tu allais voir des groupes de rock méga connus pour max 50 euros, on va dire une moyenne lycée, tu as évidemment des trucs plus chers, pour max 50 euros. Maintenant, si tu veux voir un vrai groupe vraiment connu, etc., hors festival, et même les festivals, les billets maintenant sont méga chers, tu vas dépenser 100 balles, facile. Voilà. Et donc, si tu veux, pourquoi? Parce que toute l'industrie repose maintenant sur ça. Donc, on va parler maintenant de comment ça marche et de ce que tu peux en tirer toi pour ta pratique et ce que tu peux mettre en place. Aujourd'hui, le gros de l'industrie fonctionne sur les concerts et le merchandising. Le streaming est en train de monter petit à petit, mais
Ça demande vraiment, voilà, c'est des nouveaux usages, quoi. C'est comme Internet après l'an 2000. C'est comme, voilà, c'est des choses qui demandent du temps avant d'être intégrées dans les pratiques. Et c'est pas forcément très pérenne pour les artistes parce que vraiment, c'est des toutes petites sommes. Pour des artistes qui tournent énormément, qui ont déjà toute la force de frappe, ça peut être intéressant. Mais voilà, le streaming, on va pas compter dessus. Donc aujourd'hui, c'est les concerts et le merchandising. Pour un groupe, on va dire au sens traditionnel, un groupe qui tourne, qui fait des albums, qui fait des concerts. Voilà. Hein. Ça, c'est les deux grandes mamelles. Alors évidemment, si tu parles de là, si tu comprends que finalement les albums ne se vendent plus, maintenant un disque d'or, je sais plus, c'est 50 000, avant, il faudrait que je vois ça. Mais en gros, puisque les albums ne se vendent plus, puisque la musique est accessible partout, gratuitement ou quasi gratuitement, on va dire, forcément que les gens ont très très peu d'intérêt à acheter un album, d'autant plus que la technologie a switché. Hein. On est passé du CD au lecteur MP3, au smartphone, à YouTube Music. Tout s'est dématérialisé. Donc l'objet album n'existe plus économiquement. Il existe toujours. Et on fait des vinyles, même des cassettes, machin. Mais économiquement, ça ne pèse quasiment plus rien. Okay, sauf pour un groupe qui est totalement indépendant et qui se débrouille bien. Ça peut être un revenu substantiel, mais on y reviendra. Donc, merch, touring. C'est là qu'il faut commencer à réinventer les choses. Et je pense qu'une des meilleures manières de s'inspirer finalement et là où, si tu veux, des artistes ont suivi l'évolution, ont pris le train en marche, je pense, c'est avec l'essor notamment de YouTube et des créateurs de contenu en général. Alors, je te dis ça parce que moi-même, on pourra dire que je suis YouTuber puisque je fais des vidéos sur YouTube. Alors moi, je ne suis pas vraiment YouTuber, je suis plus prof de musique en ligne qui fait sa promo sur YouTube, en gros. Mais n'empêche qu'il y a des similitudes et c'est pour ça que je me sens un tout petit peu légitime pour t'en parler. En gros, qu'est-ce qu'ils font les YouTubers maintenant? Ils fidélisent une audience avec du contenu gratuit. Et derrière, ils monétisent cette audience, cette communauté, ces gens qui apprécient leur travail de différentes manières. Comment ils font? Là, le merch. Hein, on revient à ce qu'on disait à propos du merchandising. Le merchandising, c'est plus on vend un t-shirt 15 balles sur lequel on a foutu un logo à l'arrache, quoi. Maintenant, si tu veux vraiment monter un business autour de ton groupe de musique, c'est plus la musique qu'il faut vendre, c'est ce qu'il y a autour. La musique, finalement, elle devient le produit d'appel, ce qui fait rentrer les gens dans ta machine, dans ton écosystème économique, d'accord? Et c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre que si tu veux gagner de l'argent, te faire de la thune avec ton projet musical, et avec n'importe quel projet d'ailleurs, il faut voir ça vraiment comme une entreprise, comme un truc économique, avec des dépenses, des investissements, et puis du chiffre d'affaires, de l'argent qui rentre d'un côté et qui sort de l'autre. Voilà. Et le but, c'est qu'il y en ait plus qui rentrent qu'il y en ait qui sortent. Tout simplement, hein. Captain Obvious. Donc, on parlait merchandising. Le merchandising, maintenant, c'est plus un pauvre t-shirt à l'arrache et un vieux mug, tu vois. Maintenant, c'est des boutiques entières pleines de produits dérivés, ok, mais des produits de qualité. C'est plus un vieux t-shirt à la con. Maintenant, tu vas trouver des trucs coton bio, des hoodies à 100 balles, mais c'est des hoodies. Un hoodie en valeur brute, ça vaut jamais 100 €, mais tu vois ce que je veux dire. C'est des vêtements qui sont de la même qualité que ce que tu pourrais retrouver en magasin finalement. Pour ceux qui font ça bien, hein, évidemment. Et le but en fait, c'est d'amener de la valeur, de la qualité dans tout ce que tu fais. Et donc pour ça, la musique finalement devient... Que ça nous plaise ou non, on n'est pas là pour juger que c'était mieux avant ou que l'art a perdu en valeur ou je ne sais pas quoi, puisque la musique est toujours là et ça reste toujours le point d'entrée pour les gens. Mais je parle vraiment de là où est le pognon. Et la musique devient finalement un truc secondaire. C'est le moteur, c'est la porte d'entrée, mais elle est gratuite cette porte d'entrée. C'est rentre dans mon univers, je vais te donner de la musique, je vais te montrer comment je fais. Et puis pour les plus motivés, tu peux soutenir le projet en allant acheter notre vinyle, en allant acheter notre t-shirt, en allant télécharger tel truc, machin payant. Ça a vraiment shifté. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre cette idée de propose quelque chose avant, crée quelque chose avant gratuitement et ensuite cherche à le monétiser. D'accord ? Et ça, c'est pour ça que le modèle YouTube à ce niveau-là, en tout cas, est très inspirant, je pense, pour les groupes de musique. Et à mon avis, ça va encore un petit peu évoluer. Mais il y a vraiment des choses à comprendre. Et c'est pas, t'arrives, oh, j'ai fait un EP, oh, j'ai fait un album, oh, j'ai fait un EP, qu'est-ce que je fais maintenant? Non, là, je viens de jeter mes EP nonchalamment, mais je suis quand même content de les avoir faits. C'est plus ça, si tu veux, si t'arrives et que t'as fait ton album et que t'es là, tu te dis, mince, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est déjà trop tard en fait. C'est ton album et tu vas en vendre un petit peu à tes potes au concert, parce qu'au concert c'est encore là qu'on vend le plus d'albums, mais c'est tout. Et c'est pas une fois que tu as
Tu as créé un truc, tu vas te dire comment je vais le monétiser. Là, on est à l'époque, si tu veux, la vie privée n'existe plus. C'est quelque chose de plus large que le business de la musique, mais si tu veux, on a oublié tout cet aspect-là. Il n'y a plus de secret, entre guillemets. Hormis quelques exceptions, maintenant, ce qui est intéressant et ce qui intéresse les gens, c'est de suivre le process, c'est d'être au cœur du projet, de voir comment ils font, de voir des coulisses, de voir des backstage, de voir des moments studio, de voir des moments de création, de voir des moments intimes. Voilà, c'est comme ça, c'est notre époque qui veut ça. Et ceux qui font ça sont ceux qui fonctionnent le mieux parce qu'ils fidélisent les gens, parce qu'ils amènent, si tu veux, leur public dans une aventure plus large. Et tu vas me dire, ok, mais il y a des mecs comme PNL qui donnent jamais d'interview, qui sont secrets, je sais pas quoi, Daft Punk qui se cache derrière un masque, Mylène Farmer qu'on va jamais... je te parle de gros noms un peu différents et qui fonctionnent bien et qui sont pas présents dans les médias, tu vois. Et évidemment, mais ça c'est des exceptions qui confirment la règle, si tu veux. Et du coup, si tu veux aller chercher du pognon, il faut le réfléchir à ça en amont, ok ? Il faut comprendre finalement où est l'argent maintenant dans l'industrie. Il faut comprendre que c'est pas avec des albums que tu vas faire ton beurre, ok ? Hormis des cas particuliers qui se débrouillent bien et qui vendent leurs albums vraiment voilà, à la main et qui font ça correctement. Maintenant, c'est fini, c'est plus le cœur du business, ok ? Il faut vraiment voir ton groupe comme un business. Et c'est pas sale hein, de faire du business. Et je sais pas pourquoi on a tout de suite des images comme ça à dire qu'on vend son âme au diable. Mais putain, si le monde était gratuit, bah ouais, évidemment qu'il n'y aurait pas de business, quoi. Mais ça marche pas comme ça. L'argent, c'est l'unité de valeur, l'une des plus vieilles du monde qui permet de faire des échanges, quoi. C'est le système qu'on a trouvé parce que va échanger un téléphone contre 1 kilo de carottes, tu vois, c'est compliqué, quoi. Bah du coup, bah non, on va mettre une monnaie. Et tant qu'on est dans ce système-là, il faut comprendre que l'argent, il va pas tomber du ciel. On en veut tous, on en manque tous. Bref, ça c'est un autre débat, mais je pense que tu comprends. Donc le but, en tant que groupe, en tant qu'artiste, c'est de se créer un écosystème. Donc d'avoir, je sais pas, une boutique en ligne, d'avoir une page YouTube sur laquelle tu partages ton parcours, tu partages ta vie ou tu partages des moments en tout cas de ton projet artistique, ok ? De faire des concerts parce que si en tout cas tu es en tant qu'artiste interprète, en tant que groupe interprète, ben oui, faut passer par la case concert déjà parce que faire des concerts c'est trop le kiff, puis parce que c'est au concert où tu vas potentiellement vendre le plus, ok ? À moins d'avoir une bonne présence en ligne, c'est vraiment là où vont se faire le plus de ventes. Tu as aussi une liste email, hyper important ça, hein, ça te permet d'être totalement indépendant et de contacter les gens à loisir. Je pourrais faire une vidéo dédiée si ça t'intéresse à ce sujet-là, c'est ultra important. Avoir 10 000 fans sur une liste email, ça t'apportera beaucoup plus de potentiel que de te faire suivre par un label si tu veux. Je parle de vrais fans, de gens qui sont prêts à lâcher 10 balles, machin. Il faut oublier, si tu veux, l'objet CD. Il faut réinventer les formats, il faut t'adapter aux nouveaux usages et comprendre que bah ouais, le CD, c'est un peu mort, c'est un peu fini, sauf pour quelques fidèles. Et du coup, tu dois apporter de la valeur ailleurs. Il y a des groupes, moi, c'est un truc que je pense que je vais faire là pour mon album. C'est pour ça que je tarde un peu. C'est que je suis en train de réfléchir à ce que j'aimerais faire physiquement autour de ça. Et il y a des groupes maintenant qui vendent des livres en fait. Et ils vendent plus l'album en tant que tel. Ils vendent un livre dans lequel il va y avoir des paroles, il va y avoir des explications sur le projet, il va y avoir... Et pour les gens qui aiment bien avoir un objet, c'est vachement bien. En même temps, tu as le lien pour aller télécharger l'album ou je sais pas quoi. Ok, cool. Mais c'est surtout que tu as une plus-value en fait. Et tu as de la valeur et tu as quelque chose d'exceptionnel entre guillemets entre les mains. Et c'est à ça que tu dois réfléchir. Et il faut oublier cette histoire de CD. Maintenant, tu as aussi d'autres modes d'économie. Maintenant, tu as ce qu'on appelle les financements participatifs. Tu as les sites de membres. Les sites de membres, c'est des sites privés que sont accessibles quand tu payes 1, 2, 5, 10, 20 euros tous les mois et qui te permettent d'avoir accès à du contenu privilégié. C'est le principe d'un Tipeee, d'un Patreon et d'autres plateformes. C'est vraiment le mode fan club en fait. Et du coup, en étant membre d'un fan club, tu as accès à des trucs privilégiés, à peut-être de la musique, à peut-être des promos, à peut-être des trucs vraiment privés, secrets entre guillemets. Et du coup, voilà, ça c'est aussi une autre forme d'économie. Tu imagines, si tu montes ton projet et ton projet en fait tourne autour du fait que en fait tu vends pas d'album, mais tu donnes accès à toute ta musique, des démos, des machins dans un site privé pour lequel tu proposes aux gens d'accéder à partir de, je sais pas, 3 euros par mois.
3 euros, 5, même 5 euros, même 10 euros par mois, au-delà, tu commences à réfléchir, mais en dessous de 5 euros, tu réfléchis même pas. Entre 5 et 10 euros, tu réfléchis à peine. Et tous les mois, voir un truc qui te coûte moins de 5 euros, en général, tu le vois, on va être honnête, pour la plupart des gens, même les gens qui n'ont pas beaucoup de pognon, ils y prêtent pas beaucoup attention. Et du coup, tu peux très bien monter comme ça ton groupe autour de ça. Pourquoi pas? Tu vois, ça c'est un exemple parmi d'autres. Et là aussi, on y reviendra prochainement parce que je termine l'ouverture de ma page Patreon. Mais il y a vraiment des modes comme ça à réfléchir et à réinventer. Alors évidemment, je parle pas non plus de tout l'aspect musique à l'image, placement de la musique, composer de la musique pour des librairies audio, etc. Je pourrais, mais là c'est encore un tout autre sujet. Mais ça aussi, c'est une réalité économique également, quoi. Il y a énormément d'argent aussi maintenant dans l'industrie de l'image. Et pour l'image, on a besoin, je te le donne Émile, de musique. Voilà, et c'est la musique à l'image, la fameuse. Voilà, et il y a plein comme ça de choses à réfléchir. Et c'est pas débarquer avec son EP en disant qu'est-ce que je fais maintenant. Ça, tu oublies, quoi. Il faut réfléchir à une stratégie beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Et voir en fait qu'est-ce que tu peux apporter de valeur réellement, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur. Est-ce que c'est vraiment un album qui apporte de la valeur aux gens, hein? Ou est-ce que c'est tout ce qu'il y a autour? Est-ce que c'est d'avoir un truc qui sort tous les 3 ans avec 10 titres, ou est-ce que c'est sortir une nouvelle chanson tous les mois? Qu'est-ce qui va vraiment faire vivre ton projet musical artistiquement et ensuite économiquement? Et en fait, les deux sont vachement liés. Si tu es dans ce mode, tu crées un espace privé, pour 5 balles, tu as des nouvelles musiques tous les mois ou je sais pas quoi, forcément ça va te mettre aussi toi dans une certaine dynamique créative, ça va peut-être t'aider à lâcher prise. J'en sais rien, moi c'est vraiment un truc que j'envisage là à l'heure actuelle. C'est pour ça que je t'en parle et que je te passe cette idée-là. Mais tu vois qu'il n'y a rien qui est figé et il faut vraiment arrêter de penser comme avant. C'est fini. C'est fini, l'âge d'or, la fameuse âge d'or, qui n'en était pas forcément un, hein, parce qu'on a en tête toutes les grandes vedettes, etc. Mais finalement, les petits artistes qui se sont fait signer, qui ont vendu quand même pas mal d'albums, puisqu'à l'époque ça se vendait beaucoup, ils en sont pas ressortis spécialement plus riches d'expérience sans doute, mais financièrement ça n'a pas toujours été des bons deals, et ça c'est une réalité. Il faut arrêter de penser que c'était beaucoup mieux avant, c'est pas forcément le cas, c'était différent. Et maintenant il faut comprendre qu'on vit dans une nouvelle époque, et surtout c'est une époque qui est encore en construction, et qui se cherche encore, et je pense vraiment qu'il faut se tourner vers ce mode-là, vers ce mode où finalement on partage les choses et ensuite on reçoit. On donne pour recevoir, hein. C'est un truc un peu chrétien là sur les bords ou je sais pas quoi, mais n'empêche il y a un peu de ça, quoi. Il y a un peu de truc, on va donner des choses, on va faire rentrer les gens dans un univers, les faire rêver, les faire s'émouvoir, et ensuite on va leur demander de rentrer avec nous dans l'aventure, et pour rentrer, à un moment il faut lâcher un petit billet parce que malheureusement il en faut bien aussi pour vivre, et que les artistes ont le droit de vivre aussi. Voilà, c'était une vidéo très longue, très vaste, très fouillie, très bordélique, mais en même temps il y a tellement de choses à dire que voilà. Et honnêtement j'ai fait que effleurer la surface, n'empêche c'est un sujet très très intéressant et je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Donc ça me semblait important de faire le point là-dessus. Évidemment j'ai pas tout abordé, j'ai donné des exemples comme ça, mais voilà, il y a plein de choses à creuser autour de ça, et vraiment renseigne-toi, il faut avoir une vision à 360 degrés. Maintenant c'est le nouveau mojo dans l'industrie, c'est vraiment être à 360, c'est-à-dire être en vidéo, être sur de la musique à l'image, de la synchro, faire des concerts, avoir une présence en ligne, vendre du merchandising, faire des collaborations, placer des chansons, bref, il y a plein de choses à réfléchir. Voilà. Et créer un album, la musique en tant que telle, c'est vraiment la pointe de l'iceberg, hein. Et toute l'économie, en fait, maintenant, elle est après l'album, d'accord? Ou avant l'album. Mais l'album n'est plus la pièce maîtresse. La musique reste la pièce maîtresse. Le groupe ou l'artiste reste la pièce maîtresse, mais l'album ne l'est plus. J'espère que tu as bien compris, que ça va t'aider à réfléchir à ça. Si jamais ces questions t'intéressent et que tu es encore là, j'avais créé toute une formation sur comment vendre sa musique. Donc là on parle plus justement de comment amener à la vente de ses albums. Là aussi je pourrais faire une vidéo là-dessus, et si ça t'intéresse n'hésite pas, parce que c'est pas juste j'ai fait un album, donne-moi des sous. C'est pas comme ça que ça marche, surtout quand tu es en indépendant. Il y a tout un process à mettre en place, une relation à créer. Je t'explique tout ça dans cette formation, j'ai mis le lien en description. Jusqu'à samedi, dimanche,
toute la boutique est en méga promo, donc c'est le moment si jamais tu as envie de te former. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça, si tu es un blasé ou un optimiste de l'industrie musicale à venir. Et comme toujours, hein, à t'abonner à la chaîne, laisser le pouce, la petite cloche, partager cette vidéo. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao! Il va falloir monter cette vidéo.